la TVT au cœur de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise, dont voici les titres. Le financement de l'habitat dans l'espace UMOA est au cœur d'une formation ouverte depuis ce matin à Lomé. Il est question de permettre une meilleure gestion des portefeuilles de prêts de l'habitation dans les 8 États membres. Et puis, quelles sont les dispositions sécuritaires prises pour le scrutin du 20 décembre prochain? Le ministre en charge de la sécurité dévoile le dispositif pour des élections apaisées à découvrir dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Et nous débutons avec les échos du palais de la présidence de la République où le chef de l'État fort Essazimna Nyazingbe a reçu le président de l'Union des fédérations ouest-africaines de football UFOA. Au lendemain de la fin du tournoi des moins de 20 ans à Lomé, M. Amidou est allé échanger avec le président de la République sur le déroulement de cette compétition qui permet de détecter de nouveaux talents dans le monde du football en Afrique. Ramdan Bassi. Je suis le nouveau président de l'UFOA, donc l'union de notre zone footballistique, la zone B, puisque l'UFOA normalement regroupe tous les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest, mais a été divisé depuis un moment en deux groupes. Un groupe A avec le Sénégal, le Mali, etc., qui sont au nombre de 9, et un groupe B qui est notre zone, le Niger, le Togo, le Nigeria, le Burkina Faso, le Bénin, et les autres pays ici, voilà. Après, on sommes 7 dans notre zone, donc ce regroupement aujourd'hui est en train de reprendre. On reprend nos compétitions, on reprend nos activités pour vraiment donner un nouveau visage à notre union zonale. Donc c'est ça qui a été l'objet de notre visite. Nous venons de tenir un deuxième tournoi depuis notre prise de fonction, donc, qui est le tournoi des U20 qui vient d'avoir lieu, auquel vous avez sûrement assisté, sinon que vous avez vu sur les médias, qui s'est très bien passé. C'est un tournoi très relevé. Ce tournoi, nous l'avons organisé dans le but de préparer les équipes de notre zone qui sont qualifiées pour la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans, qui soit se tenir au Niger. Et si vous avez remarqué, sur les 8 pays qui vont jouer la Coupe d'Afrique, 6 étaient présents à ce tournoi-là. Donc c'est un tournoi avec un niveau très relevé. Ce que le chef de l'État même a apprécié, il a dit que c'est bien si on continue comme ça, et a promis justement de nous d'épauler notre union zonale pour que vraiment on puisse émerger encore plus, pour donner beaucoup plus de qualité, beaucoup plus de chance aux jeunesses de nos pays. Je vous le disais en titre, la Caisse régionale de refinancement hypothécaire organise depuis ce matin, et ce pour 2 jours à Lomé, un programme de formation sur le financement de l'habitat. Il est question en clair d'améliorer la gestion des portefeuilles de prêts pour le secteur de l'habitation dans l'espace UEMOA. Les précisions avec Chazenam Baga. Avoir un logement décent, quel que soit son revenu, la préoccupation est largement partagée au sein des communautés de l'espace UEMOA. Pour répondre à ce besoin légitime des populations, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union ont mis en place des politiques volontaristes de l'habitat. Pour accompagner ces différentes politiques en termes de financement, la BOAD a initié en 2010, avec l'appui de la BCAO et du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, la création d'une caisse régionale de refinancement hypothécaire CRH-UEMOA. Après 6 ans d'activité effective, la CRH-UEMOA veut consolider ses acquis et améliorer ses prestations. La tenue de cette double session de formation sur la gestion des risques et la gestion actif-passif, ainsi que la politique et la gestion des crédits hypothécaires, vise donc à partager les meilleures pratiques de mise en place et de gestion de portefeuilles de prêts à l'habitat en accord avec les règles d'intervention de la CRH-UEMOA et à mieux maîtriser la programmation financière. Après 6 années d'activité, nous éprouvons le besoin de resserrer davantage encore les rangs avec nos banques actionnaires sur la façon de travailler ensemble. Et pour cela, nous essayons de partager avec elles un ensemble de pratiques devant leur permettre de mieux maîtriser leurs prévisions de prêts à l'habitat, afin de pouvoir nous dire très tôt, en début d'année,
le montant de refinancement qu'elles aimeraient solliciter auprès de la CRH UEMOA afin que nous-mêmes nous organisions de façon conséquente. Nous sommes engagés dans un programme ambitieux de promotion de l'habitat social avec la Banque mondiale et il est important que les banques actionnaires de la CRH UEMOA puissent diversifier les types de prêts qu'elles offrent aux ménages à revenus modestes pour faciliter l'acquisition d'une propriété immobilière. Les travaux qui vont durer 2 jours vont porter sur l'approfondissement des principes clés de la gestion actif-passif, de la gestion des trésoreries et de gestion des risques dans le contexte de la gestion des portefeuilles de prêts à l'habitat. L'exploration des modèles et instruments d'évaluation des conditions de marché pour le financement de l'habitat dans la zone UEMOA afin d'y introduire de nouveaux produits de prêts à l'habitat, en l'occurrence les prêts à l'habitat social, ainsi que la meilleure compréhension et l'intégration de l'offre et les conditions de refinancement de la CRH UEMOA. Dans ce processus, la CRH UEMOA se fait accompagner par l'institution financière internationale et le Centre pour le financement du logement abordable en Afrique. La CRH et la Société financière internationale sont nos partenaires et sont membres de l'Union africaine pour le financement du logement. Et dans le cadre de cette association, nous essayons d'organiser régulièrement des formations pour tous les membres présents sur le continent et en essayant de se focaliser sur l'Afrique francophone. Ce sont ces banques qui sont dans cette salle qui financent ces ménages. Et pour que ces ménages aient accès à ce type de financement à bas coût, il faudra bien que ces banques puissent justement avoir la capacité de leur prêter justement à un bas coût, tout en aidant la CRH à lever les fonds sur les marchés de capitaux à long terme, puisque vous savez, plus la maturité de l'emprunt est longue et moins cher est le paiement mensuel justement des ménages les plus faibles. Depuis son entrée en activité en 2012, la CRH UEMOA a déjà décaissé plus de 132 milliards de francs CFA en refinancement hypothécaire au profit de 55 banques partenaires. Elle vise désormais son expansion pour confirmer son rôle de pionnier dans la mise en place de modalités de financement de l'habitat de bonne qualité et abordable dans l'UEMOA. Pour cette fête de fin d'année, plusieurs carrefours commerciaux ouvrent leurs portes aux populations de Lomé et de ses banlieues. Et la traditionnelle quinzaine du centre-ville est officiellement ouverte cet après-midi et c'est parti pour une dizaine de jours d'échanges commerciaux. Nous reviendrons tout à l'heure dans le courant de cette édition sur l'ouverture officielle de la quinzaine commerciale du centre-ville de Lomé. Et dans la matinée, les responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo ont donné le ton à celle d'Adeti Kopé, un espace pour permettre également aux opérateurs économiques de faire découvrir leurs produits aux populations de la préfecture d'Agoué. Aïcha Ziebro, Arnaud Kili. La quinzaine commerciale, foire de toutes les opportunités pour les opérateurs économiques et les clients en cette période de fin d'année. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo a depuis 2 ans délocalisé la quinzaine commerciale dans les banlieues de Lomé pour rapprocher davantage ce rendez-vous d'affaires des populations. La foire d'Adeti Kopé, 2e édition, est en passe de combler une fois encore les attentes de la population. Je pense que cette démarche va dans la ligne droite de la vision du chef de l'État qui a créé la préfecture d'Agoignivé pour rapprocher l'administration des populations et le président de la Chambre de commerce, joignant l'acte à la parole aussi, a initié une quinzaine commerciale à Adeti Kopé afin de permettre aussi aux jeunes, aux femmes opérateurs économiques de la préfecture d'Agoignivé de ne pas parcourir de grandes distances, de se retrouver ici à Adeti Kopé pour pouvoir acheter, faire la fête. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo innove à chaque édition pour répondre aux préoccupations aussi bien des opérateurs économiques que des clients. On a mis en place de sortes de chalets pour que les exposants soient plus à l'aise. Et c'est comme ça qu'on va améliorer chaque édition et permettre à tous les exposants d'être à l'aise et aux consommateurs aussi qui viendraient pour faire leurs achats de pouvoir être plus à l'aise aussi. Nous, en tant qu'opérateurs économiques, nous voulons apporter notre soutien total à tout ce qui a été mis en place par le gouvernement pour que
pendant plein d'années qu'on puisse avoir une sorte d'émergence. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo voudrait vraiment soutenir ces opérateurs économiques et c'est le vœu du chef de l'État qui voudrait qu'il y ait un partenariat serein entre le secteur privé et l'État. Le représentant de la ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé a invité les exposants à profiter de cette occasion pour augmenter leur chiffre d'affaires. Il a insisté sur la paix et la sécurité qui garantissent le bon déroulement de cette quinzaine commerciale à Aditi-Kopé. Les populations ont déjà bénéficié des retombées de cette foire avec l'inauguration d'un forage d'adduction d'eau potable. Le 20 décembre prochain, les Togolais sont appelés aux urnes pour élire leurs députés. Et à quelques jours de ces échéances, toutes les mesures sécuritaires sont prises pour un scrutin apaisé. C'est ce qu'il faudra retenir en substance des propos du général de brigade Yark Damham, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, au moment où la campagne électorale tire à sa fin. Augustin Kossige nous donne un aperçu de ce dispositif sécuritaire dans le dossier qui suit. On les voit partout où se tient un meeting ou une manifestation politique liée au processus électoral au Togo. C'est la Force Sécurité Élection Posée 2018. Elle a été créée depuis octobre dernier et est composée essentiellement de gendarmes et policiers. Elle assure la sécurité, rétablit l'ordre et accompagne le processus électoral. Du recensement au début de la campagne électorale le 4 décembre, le dispositif est déployé sur l'ensemble du territoire national. Et au moment où la campagne tire à sa fin, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile salue le travail déjà fait et mesure l'ampleur du chantier qui les attend. Depuis le 28 octobre, la force a été créée. Elle a été créée, un commandant nommé, des éléments formés, recyclés, et qui ont commencé par accompagner le processus sous la supervision de la CENI. Donc depuis le 4 décembre, c'est l'ouverture de la campagne. Dans l'ensemble, ça s'est très bien passé, en dehors de 2 jours d'incidents malheureux que nous avons eu, surtout le samedi 8 décembre, où la coalition a appelé les jeunes à sortir manifester contre le déroulement de la campagne. Depuis ces incidents, et je crois que la SAES a prévalu. Et la campagne a continué sur toute l'étendue du territoire jusqu'au jour d'aujourd'hui où je vous parle. Mardi, c'est les forces de défense et de sécurité qui vont voter. À l'issue de leur vote, je crois qu'on disposera encore des effectifs disponibles pour renforcer ce qui est déjà en place. Il y a des postes qui seront dégagés, les postes de gendarmerie et de police qui seront dégagés, qui seront confiés aux forces de défense pour permettre à la force de récupérer et renforcer son dispositif sur le terrain. Donc je peux vous dire que du côté de la force 2018, il n'y a pas d'inquiétude. Tout ce que nous demandons, c'est la contribution de nos compatriotes. C'est vrai, il y a les gens qui feront tout pour empêcher. Nous prenons ça au sérieux et nous nous préparons en conséquence. Nous connaissons aujourd'hui au Togo aussi, on sait qui est qui fait quoi, qui a fait quoi, qui était quoi, on se connaît. On ne va pas souhaiter que les gens aillent jusqu'à vouloir mettre en péril la stabilité. Lorsqu'on décide de boycotter, on reste chez soi. On ne sort pas pour dire on va casser les urnes ou on va empêcher les autres citoyens d'exprimer. Il ne faut pas crier on veut la démocratie et ne pas respecter le b.a.-ba de la démocratie. Donc nous tenons prêts depuis le début du processus et jusqu'à son terme, nous allons accompagner nos compatriotes qui veulent aller voter pour qu'ils aillent voter. Ils retournent chez eux tranquillement. La sécurisation du processus électoral est donc assurée par ces 8000 policiers et gendarmes répartis sur l'ensemble du territoire national. Pour leur permettre d'assumer cette mission le 20 décembre, le jour du scrutin, ils sont appelés à voter par anticipation ce 18 décembre. Et avec eux, les forces de l'ordre, de sécurité et de la défense qui jouissent de leurs droits civiques et politiques. De nouvelles mesures sécuritaires sont prises. Les commissariats vont toujours fonctionner, les brigades de gendarmerie vont toujours fonctionner. Nous avons certains postes en ville, par exemple la garde des banques. Vous avez les gendarmes, les policiers qui gardent les banques. On préfère confier ça aux forces de défense et les replier pour renforcer la force 2018
étant composé de gendarmes et de policiers. Voilà des postes clés qui seront tenus par les forces de défense. On prend d'abord des mesures générales, mais avec une particularité. À le Messia, c'est un quartier où les gens sont sortis pour manifester, où malheureusement il y a eu des décès. Il y a certaines villes de l'intérieur, Sokodé par exemple, où les gens ont voulu braver l'autorité pour manifester. Il y a Bafilo, il y a également un peu à Mango, il y a Palimé, il y a Anié. Nous n'avons rien contre ces villes, mais nous voulons rassurer nos compatriotes qui sont dans ces villes pour dire que la sécurité sera à leur disposition. L'État mettra les moyens pour les rassurer. Si les gens prennent le risque, disent « Ah, nous, on n'est pas d'accord, on va faire ceci », en ce moment, ils auront la loi devant eux. Et ceux-là qui leur disent de sortir. Il y a des tests de loi, je l'ai dit, il y a des tests dans notre code qui dit quand vous incitez quelqu'un à aller faire des bêtises, non seulement l'exécutant fera face à la loi, vous qui l'avez incité aussi, vous commettez une infraction. J'appelle encore nos compatriotes qui ont décidé d'exprimer ce devoir civique, d'aller sans inquiétude. Si même quelqu'un agresse quelqu'un qui va pour voter, il sera identifié. Il ne faut pas que quelqu'un compte, on va aller se cacher dans tel pays, Le monde est devenu un village. Nous avons de très bonnes relations avec nos voisins. Sur le plan sécuritaire, nous avons de très bonnes relations. Donc, il ne faut pas que quelqu'un dise, je vais aller me cacher au Ghana, je vais aller me cacher au Bénin. Dans la foulée, on vous revient, on vous ramène. Et vous allez vous justifier devant le juge. Pourquoi vous avez fait ça? Je demande à nos compatriotes qui ont battu campagne, qui ont participé à la campagne, d'être tranquilles. Le 20, jeudi 20, ils vont accomplir leur devoir civique et ils retournent à la maison. S'ils veulent rester le soir pour assister au dépouillement, ils le feront. Un appel lancé donc à la population pour que chacun puisse jouer le rôle qui est le sien pour un heureux aboutissement du processus. Et parlons toujours de la sécurité, ou plutôt des hommes en charge de cette sécurité. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, informe par voie de presse, par voie de communiqué, l'opinion publique et les électeurs que dans le cadre des élections législatives du 20 décembre 2018 et conformément au décret pris en Conseil des ministres le 8 novembre 2018, que les forces armées et de sécurité voteront par anticipation demain, mardi 18 décembre 2018, dans les centres de vote retenus par la CENI et publiés par voie de presse en application de l'article 117 du Code électoral. À cet effet, le président de la CENI rappelle que le vote par anticipation se déroulera en respectant les dispositions suivantes. Le vote par anticipation concerne uniquement les éléments des forces armées de sécurité régulièrement inscrits sur les listes électorales et disposant de leur carte d'électeur. Ceux inscrits dans les centres de vote retenus voteront dans leur bureau de vote respectif et émargeront sur la liste d'émargement de leur bureau de vote. Ceux non inscrits dans le centre retenu et les électeurs en mission dans la localité mais disposant de leur carte d'électeur voteront sur présentation de leur carte d'électeur après avoir rempli le formulaire des votants par dérogation. Le président de la CENI compte sur le civisme et le centre de responsabilité des uns et des autres pour un bon déroulement de l'ensemble des opérations. Et toujours dans le cadre de ces législatives, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, invite les journalistes des médias publics et privés, ainsi que les correspondants de la presse étrangère, à une rencontre d'échange le 19 décembre 2018 à 9h au siège de l'institution CIS à Agbalépé-Dogan. À l'heure du jour, le point de la couverture de la campagne électorale, les dispositions pour la couverture du scrutin. Et vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous s'avère indispensable. Et dans un autre communiqué, le président de la HAC informe les médias publics, privés et la presse étrangère que, conformément à l'article 86 du Code électoral, la campagne pour les élections législatives du 20 décembre 2018 prend fin demain mardi 18 décembre 2018 à 23h59. La HAC leur rappelle par ailleurs
qu'à la fin de la campagne officielle jusqu'au jour du scrutin, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, de publier ou de faire publier par tout moyen de communication audiovisuel, écrit ou en ligne, tout message ayant le caractère de propagande pour un parti ou une liste de candidats indépendants en compétition. La HAC invite par conséquent l'ensemble de la presse au respect scrupuleux de ces dispositions. Les femmes participent activement à ces législatives justement, et pour celles qui seront élues, il leur faudra porter haut la voix de leurs sœurs victimes de violences de tout genre. En attendant cela, ce sont 16 jours qui sont décrétés pour mener cette lutte. À Bafilo, le Centre d'écoute et d'assistance juridique des femmes de la localité et le GF2D ont organisé ensemble 2 journées portes ouvertes pour évoquer justement ce fléau dont sont victimes plusieurs femmes qui souffrent en silence. Depuis Bafilo, la correspondance de Nestor Mozo. Journée porte ouverte du groupe de réflexion Femmes, Démocratie et Développement à Bafilo. Le GF2D a organisé cette journée au Centre d'écoute et d'assistance juridique des femmes de la localité à l'endroit du grand public. Ces journées portes ouvertes ont tourné autour des violences faites aux femmes. Cette activité est à mettre au registre des 16 jours de campagne d'activisme contre les formes de violence faites aux femmes. Les faits nous montrent que les femmes et les filles continuent de subir des violences. Ces journées portes ouvertes sont l'occasion pour le GF2D de former les femmes sur leurs droits, de les sensibiliser sur les violences, mais également de faciliter la délivrance des pièces administratives. Le thème retenu cette année, c'est Ensemble contre les violences sexuelles au Togo. Nous partagerons sur les actions et les stratégies visant à éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles. Le GF2D veut vraiment ainsi contribuer à éradiquer ce fléau-là, à briser le silence et la stigmatisation dans lesquels vivent nos sœurs et nos mères. Pour nous, pour y arriver, l'approche doit être inclusive. Nous voulons inviter chaque femme, chaque homme à relayer ces messages d'élimination des violences à l'égard des femmes et des filles pour qu'elles puissent enfin réellement participer au développement de notre communauté. Des consultations juridiques gratuites ont été offertes au public par les magistrats, les huissiers et les parajuristes du GF2D. Le préfet d'Assoli, Romala Urugrungu, a fait remarquer que malgré les progrès accomplis dans la lutte contre les violences faites aux femmes, beaucoup reste encore à faire pour permettre aux femmes de vivre dignement. Il a félicité le GF2D et ses partenaires pour leur engagement constant aux côtés des femmes et leur action multiforme en faveur de la femme au Togo. L'Observatoire de l'éducation au Togo, c'est le nouvel instrument de veille et d'observation dont dispose la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous pour accompagner et suivre la mise en œuvre des engagements du Togo en matière d'éducation de qualité et pour tous. Et cet organe composé de 17 membres a été installé officiellement à Lomé pour poursuivre le plan stratégique 2018 et 2030 de la coalition appuyée par l'ONG internationale Aide et Action. Les précisions avec Robert Potogbe et Antoinette Omao. Bonjour. La Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous soutient une éducation de qualité et pour tous au Togo. Pour y parvenir, elle se dote d'un observatoire après le plan stratégique 2018-2020. Cet organe de 17 membres, composé des universitaires et autres acteurs, permettra à la coalition de suivre les engagements du Togo dans la mise en œuvre des ODD et de renforcer ses plans d'action sur le terrain. Notre rôle est donc d'observer, de décrire et de rendre compte de manière scientifique, sur des données scientifiques, des changements séquentiels, des changements qui s'opèrent dans le secteur de l'éducation en vue de faire parvenir aux décideurs un véritable diagnostic, une façon de miroiter par le bas le vrai visage de l'action éducative dans notre pays. Le Togo est le 3e pays à installer l'Observatoire de l'éducation après le Bénin et le Burkina Faso avec l'appui de l'ONG Aide et Action. Les organisations de la société civile ont la vocation de travailler sur le plaidoyer, sur les innovations et pouvoir alors porter cela et
aux oreilles et aux yeux des dépositaires de l'éducation, ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils fassent leur travail maintenant. Donc ils sont organisés, ils vont pouvoir travailler d'abord sur leur cahier de charge de façon entière et ensuite décliner leur programme d'action. Et quand ils auront leur programme d'action, donc ils vont pouvoir également mettre cela en œuvre. L'observatoire est constitué de 13 membres ordinaires et de 7 observateurs, dont 8 pour la société civile, 5 enseignants-chercheurs et 7 observateurs issus des ministères. Éducation toujours avec de la linguistique cette fois. La langue Tchamba appelée Akaselem a fait objet d'études de thèse à l'université de Lomé. C'est un travail soutenu et défendu par Aboubakari Sama qui veut ainsi valoriser cette langue parlée dans la région centrale. Clarisse Atikle pour plus de précision. La langue Akaselem ou Tchamba parlée dans la région centrale dispose désormais des outils pour sa version écrite. C'est grâce au travail de Aboubakari Sama qui a fait sa thèse sur la phonologie de l'Akaselem. Face aux membres du jury, l'impétrant a soutenu et défendu son travail qui fait ressortir les différents phonèmes qui constituent le système d'écriture de cette langue du sous-groupe des langues gourma parlées au Togo. L'Akaselem, dont nous pensions que c'était une langue qui devait aller dans le même sillage que les autres langues du sous-groupe gourma. Mais il se trouve que, étant dans un environnement linguistique différent, eh bien, elle capte des choses de ces langues environnantes-là qui l'influencent, n'est-ce pas? Et qui fait que ça fait qu'elle diverge par rapport aux autres langues du sous-groupe gourma. Donc ça nous a permis de les savoir, de nous en rendre compte aujourd'hui. Et c'est quelque chose de très intéressant. C'est un travail difficile qui coûte des nuits de veille. Pourtant, il a accepté d'assumer ce sacrifice pour le faire et nous produire ce travail de cette qualité-là. L'impétrant a également relevé les différenciations sémantiques générées par les tons dans la langue Akaselem, ce qui a permis de mettre en lumière l'harmonie vocalique contenue dans cette langue. Vu la qualité du travail qui est fourni du point de vue de la documentation, le jury, après avoir délibéré, a jugé Aboubakari Sama digne du grade de docteur en linguistique avec la mention très honorable. Nous avons non seulement aimé la langue, mais son peuple. Et nous avons décidé de donner le meilleur de nous-mêmes pour que cette langue puisse être écrite. Et avant qu'elle ne soit écrite, il faut qu'elle ait une orthographe. Et pour avoir l'orthographe, il faut passer par la phonologie forcément. Et donc, c'est les b.a.-ba de la chose. Il faut passer par là pour pouvoir développer la langue. Cette langue, tout comme le français, a des phonèmes. Nous avons frayé un chemin donc pour que les autres personnes intéressées à la langue Akaselem puissent continuer le travail. Le terrain balisé, l'orthographe est désormais là à travers cette étude phonologique. La langue a commencé par être écrite par son peuple. Cette thèse de 297 pages sur la langue Akaselem ou Tchamba constitue donc une ébauche en vue de son écriture et l'élaboration des documents dans la langue. Écriture encore avec un peu de sensation à présent. Et c'est l'intitulé d'un recueil de poèmes présenté ce week-end au public. Et par ce tout premier ouvrage, l'auteur Édouard Karoué fait part au lecteur de ses émotions et sensations face aux réalités de la vie et son incapacité à en changer le cours. Sonia Aminipo nous fait justement découvrir les sensations de l'auteur. Sensation, le tout premier recueil de poèmes du jeune écrivain togolais Édouard Karoué. Dans cette œuvre de 139 pages structurée en 4 parties dont la beauté, sentir son milieu, l'écolier de vie en fait, l'amitié et l'amour, l'auteur exprime d'une part sa colère face à son incapacité à changer le cours des choses et d'autre part exprime son admiration devant des réalités évidentes. Il est important qu'à chaque instant de notre vie, que nous marquons une pause pour réfléchir et puis aller à l'introspection. C'est une question qui nous concerne tous. La plupart du temps, la fugacité de la routine nous amène à oublier qu'il faut réfléchir sur des questions qui nous environnent. Il faudrait que les gens marquent une pause, qu'ils réfléchissent, qu'ils pensent à tout ce qui est question sociale, question humaine. Et c'est
de cette manière-là que nous pourrions mieux exalter ce qui nous est donné comme don. Cet ouvrage, paru aux éditions Continent, c'est également la somme des émotions et sensations de l'auteur. C'est en ce sens qu'il parle de lui, du monde qui l'entoure, de la vie en général. Il est écrit dans un registre courant à la fois accessible et complexe. C'est un recueil facile à lire, sauf que il a sciemment tué la ponctuation et ce qui rend un peu compliqué la lecture. Mais c'est aussi un message, c'est aussi une manière de dire. Il laisse la liberté à chacun de ponctuer le texte, de ponctuer le recueil et de donner un sens au recueil. Là où quelqu'un mettra point, quelqu'un mettra un point d'exclamation et ça change tout. Mais c'est aussi une des qualités de l'esthétique, je veux dire, de l'ouvrage. L'ouvrage Sensation, c'est accepter de voyager avec Edouard Karoué, partager ses peines, mais aussi ses espoirs, c'est accepter d'apprendre de la vie et des autres. Bref, chercher à trouver des solutions aux maux auxquels est confrontée l'humanité. Edouard Karoué est né à Palimé dans le Cloto où il y fait ses études primaires, puis à Noté où il a continué les études secondaires sanctionnées par un baccalauréat série D. En 2011, il décroche sa maîtrise en sociologie et son 2A en 2013 à l'université de Lomé. L'auteur vit actuellement en France. Et ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour poursuivre cette édition. Ces derniers temps, de graves accidents de la circulation routière sont fréquemment constatés sur toute l'étendue du territoire national, occasionnant des morts et des blessés graves. Pour cette première quinzaine du mois de décembre, par exemple, on dénombre 40 morts, 290 blessés et d'importants dégâts matériels. Les principales causes de ces accidents aux conséquences dramatiques sont, entre autres, le non-respect des prescriptions du code de la route, les surcharges, l'excès de vitesse et la conduite en état d'ivresse ou sous l'effet de substances illicites. Dans le souci de lutter contre ce phénomène et de diminuer sensiblement le nombre d'accidents de la circulation sur nos axes routiers, le ministre de la Sécurité demande instamment à tous les conducteurs d'engins, toutes catégories confondues, d'observer scrupuleusement les prescriptions du code de la route et de s'abstenir de tout comportement mettant en péril la vie des passagers et des autres usagers de la route. Des contrôles routiers seront renforcés en vue de sensibiliser davantage l'ensemble des conducteurs. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite la population à la prudence, particulièrement en cette fin d'année où l'on assiste à l'augmentation du trafic routier. Il remercie les uns et les autres pour leur bonne compréhension. Sport football à présent, le Sénégal est détenteur du trophée de la première édition du tournoi de l'UFOA Zone B des moins de 20 ans que notre capitale Lomé a abrité. En finale de la compétition disputée hier face aux Super Eagles Juniors du Nigeria, les Lionceaux de la Terenga ont été meilleurs en l'emportant par 2-0. Le résumé de la rencontre avec Jean Kofi et Dédi. Les Sénégalais tout de vert habillés au cours de cette finale face au Nigeria n'ont fait que confirmer tout le bien qu'on a pensé d'eux. Très en forme et plus mobiles dans une technique de jeu spéciale, ils ont entamé cette partie en obligeant l'adversaire à replier à tout moment. Ils s'offrent les meilleures occasions mais n'auront pas réussi à inscrire le moins de buts en première période. Les Lionceaux reprennent le jeu en deuxième période avec la même ardeur et finissent par ouvrir le score à la 47e minute par l'entremise de Sanya Amadou. La formation nigériane tente de revenir au score, mais les Sénégalais, présents et très actifs dans tous les compartiments, ne leur donneront guère la faille. Plus entreprenants, les Lionceaux vont corser l'addition à la 70e minute grâce à Youssouf Badi et mettent définitivement un terme aux ardeurs nigérianes. Sénégal 2, Nigeria 0, score final. Du moment où on analyse le jeu de l'adversaire, après c'est un rapport de force. Il faudra en tout cas essayer de le mettre en difficulté. C'est ce qu'on a essayé de faire. On l'a travaillé hier à l'entraînement.
ça a marché aujourd'hui, ben, bravo pour les joueurs, parce que le mérite leur revient. 10 jours de compétition de l'UFOAB des moins de 20 ans, l'événement a accroché les responsables sportifs togolais. Nous rendons grâce à Dieu que ce tournoi s'est bien terminé. Je remercie toutes les commissions qui se sont battues donc, pour la bonne marche donc, de ce tournoi et nous nous en félicitons. Meilleur goal, meilleur buteur et meilleur joueur ont été encouragés. Médaille de bronze pour le Mali, 3e au classement, vainqueur du Niger. Et médaille d'argent pour le finaliste, puis l'or et le trophée pour les Lionceaux de la Teranga. Le commissaire des impôts en exécution de l'arrêté numéro 220 du 20 novembre 2018 portant institution d'un droit forfaitaire sur les opérations de transfert de propriété porte à la connaissance des officiers publics et ministériels, c'est-à-dire les greffiers des tribunaux, notaires, huissiers de justice et du public en général, qu'il est appliqué un droit forfaitaire d'un montant de 35 000 francs CFA, représentant les droits d'enregistrement et de timbre et les droits de conservation foncière sur toutes les opérations de mutation totale d'immeubles. À cet effet, et dans le cadre des formalités fusionnées, il est demandé aux requérants de présenter au bureau du transfert de propriété sise au siège de l'OTR l'acte de vente en brevet en même temps que toutes les autres pièces anciennement requises. Le commissaire des impôts compte sur la bonne compréhension et la collaboration de tous les acteurs. Et voilà, c'est sur ce communiqué de l'OTR que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Notez que tout à l'heure, vous suivrez l'avant-dernier journal des législatives à cette veille donc de la fin de la campagne électorale et ce sera avec Gerson Deveau. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.